Saviez-vous qu'un Canadien sur 5 souffrira d'une maladie mentale au cours de sa vie? Pourtant, ça fait seulement quelques années qu'on parle de la maladie mentale de manière sérieuse dans nos médias. Et encore aujourd'hui, la santé mentale est un sujet tabou qui subit beaucoup de préjugés. On dirait que ça nous fait peur de parler des troubles mentaux. Moi, aujourd'hui, à Focus, j'avais envie d'en parler parce que c'est important et que ça touche de nombreuses personnes. Aujourd'hui, on parle de la santé mentale et malheureusement, une de nos invitées a dû canceller à la dernière minute à cause d'une période de stress qu'elle vivait. Et je dois vous avouer, j'ai eu de la difficulté à trouver des invités pour mon sujet cette semaine. Ça nous montre à quel point la santé mentale est encore un sujet tabou. Mes invités sur le plateau aujourd'hui, Stéphane Bugeaud, psychologue, et Étienne Anfield, qui a été diagnostiqué trouble bipolaire. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous allez bien? Oui, certainement. Merci beaucoup pour votre présence. Stéphane, qu'est-ce que la santé mentale? Bien, la santé mentale, il s'agit, dans le fond, d'émotions, de pensées et d'un niveau de fonctionnement ou d'adaptation à notre vie. Donc, la capacité à se sentir, à bien fonctionner, à avoir des émotions positives, à avoir de la motivation pour poursuivre des buts et également être en mesure de développer des relations d'intimité avec les copains, les amoureux, avec la famille, parce que l'attachement va toujours être un facteur très positif sur le plan de la santé mentale. Le spectre des maladies mentales est assez large. Peux-tu nous en nommer quelques-unes et expliquer ses caractéristiques? Bien, parmi celles qui sont surreprésentées, je dirais sur le plan de l'adolescence puis des jeunes adultes, bien, la dépression, hein, le sentiment que quoi que l'on fasse, ça aboutit pas à des résultats positifs, une fragilité au niveau de l'estime de soi, puis également des humeurs qui sont toujours des humeurs plutôt douloureuses, négatives, de type autodépréciation, je suis pas assez beau, je n'ai pas suffisamment de succès ou personne ne va s'intéresser à moi. Ce sont des mécanismes d'autodépréciation qui sont très forts dans le cas de la dépression. Pour ce qui est des troubles anxieux, c'est sûr qu'ils peuvent se dévoiler sous différentes formes, mais il s'agit en soi de la fonction d'appréhension. Dans l'anxiété, bien, j'appréhende que soit les gens pourraient rire de moi, pourraient me juger, pourraient ne pas m'aimer, qu'on a des anxiétés aussi de performance. Je pense qu'on est dans une société de performance. Vraiment. Et on sous-estime comment ça touche aussi les adolescents, parce que les adultes ont tendance à garder une vision un peu idyllique de l'adolescence, comme s'il n'y avait pas de responsabilité, alors que c'est un moment de changement vraiment important, tant sur le plan du changement corporel, de toute l'image de soi, mais aussi de l'adaptation sur le plan social, puis aussi d'une période où bien, on est vraiment, notre cerveau est en train de se développer. On est dans des moments où il y a des fortes émotions, puis des fois un faible contrôle, ce qui va donner des troubles du comportement, des prises de risques, la prise de substances et ainsi de suite. Donc, on sous-estime, puis la revue Nature, dans son éditorial, disait « On connaît peu l'adolescence. Hein? On connaît des légendes sur l'adolescence, mais on doit vraiment s'arrêter à quels sont ces mécanismes de développement, autant sur le plan émotionnel, sur le plan de la pensée, mais sur le plan comportemental. Chez les adolescents, c'est encore vraiment à définir. Et tu as parlé des dépendances. Est-ce que les dépendances sont un problème de santé mentale? Les dépendances, oui. Là, on en a certains problèmes de santé mentale qui pourraient être induits par des dépendances, c'est-à-dire la consommation, par exemple, de tout ce qui est très en vue, le cannabis, les amphétamines, l'ecstasy, ces choses-là. Et donc, ces consommations-là peuvent induire des problèmes de santé mentale, mais ce que je vois beaucoup aussi dans mon métier, c'est beaucoup de jeunes qui tentent de s'automédicamenter face à des problèmes de santé mentale. Donc, c'est toujours l'histoire de l'œuf et la poule, mais c'est clair que oui, c'est un problème de santé mentale. Beaucoup de nos jeunes consomment. C'est surtout une période de grand développement
développement sur le plan de leur cerveau. Fait que ça peut laisser effectivement des fragilités. Et à Focus, on a parlé aussi de l'omniprésence du numérique. Oui. Est-ce que la cyberdépendance est perçue comme une maladie mentale ou pas encore? C'est en train, là. C'est en développement au niveau du DSM-5. Il s'appuie en quelque sorte sur les mêmes critères que les dépendances aux drogues, à la sexualité et ces choses-là. Mais il faut arriver avec quelque chose d'un peu plus spécifique. Parce qu'on ne sait pas encore... Il n'y a pas assez de recherche, j'imagine. On sait que les ados, là, ils passent en moyenne une 20aine d'heures branchés sur le numérique par semaine. Et ça, c'est les ados normaux, là. Ce ne sont pas ceux qui sont en cyberdépendance. Ceux qui sont en cyberdépendance... Oui, c'est déjà beaucoup. Mais en cyberdépendance, on va être à 50, 60 heures, 70 heures semaine. Et on connaît pas encore tout à fait les effets sur le plan du développement du cerveau, mais on voit plusieurs de ces jeunes qui vont s'isoler parce qu'ils ont des difficultés dans leur vie. Dans cette dépendance-là, c'est de plus en plus fréquent. Étienne, en 2010, tu as été diagnostiqué trouble bipolaire. Oui. Comment as-tu vécu cette nouvelle? Bien, c'est sûr que c'est un état de choc. Tu n'as pas vraiment beaucoup d'informations au moment du diagnostic, puis c'est une épreuve en soi. Tu te sens différent, mis à part de tout le monde. C'est pas tout le monde qui est informé là-dessus. C'est pas tout le monde qui connaît le trouble bipolaire, donc c'est sûr que tu te fais catégoriser d'une certaine façon. Puis même en tant que personne, tu te dis, c'est justement comme il parlait tout à l'heure, comment dire, tu t'infériorises, tu te trouves différent, tu te trouves moins bon. Puis surtout qu'à cette période-là de ma vie, au moment du diagnostic, j'étais en dépression. Ça l'a pas aidé du tout. J'ai juste chuté plus bas, puis j'aurais pu y passer là, si je m'étais pas relevé par moi-même. Ça a été vraiment difficile. J'ai dû abandonner l'école parce que j'étais pas capable de me présenter dans un endroit social. J'étais même pas capable de me regarder dans le miroir. C'était difficile à... Ouais. Puis ta dépression est en lien avec quoi? Chaque dépression était différente. C'est souvent, tu as tout le temps un élément déclencheur. Puis si tu ne règles pas l'élément déclencheur à la source, ça s'empire parce que justement, le mécanisme d'autosabotage qui se passe à l'intérieur de toi prend le dessus. Puis tu écoutes trop ces voix-là négatives, puis tu finis par te croire d'une certaine façon. Puis si tu mets pas un frein à ça, ben c'est justement... sans arrêt. C'est sans arrêt, puis ça en devenait invivable. Puis la seule façon que tu vois d'arrêter ça, c'est la solution tragique. Là. Dans le fond, mettre fin à tout ça, puis c'est pas évident juste à en parler en ce moment, là, genre shake un peu. Là, mais merci beaucoup. C'est ça. Mais moi, j'ai lu récemment le livre de Margaret Trudeau, qui était l'ex-femme de Pierre Elliott Trudeau. Et elle était bipolaire. Puis elle, quand on lui a diagnostiqué le trouble bipolaire, d'un sens, c'est venu l'apaiser parce qu'elle a enfin compris son comportement. Toi, est-ce que ça a eu un peu cet effet-là? Bien oui, d'une certaine façon, parce qu'après ça, je me suis informé là-dessus. J'ai pu comprendre certains comportements que j'avais par le passé parce que j'ai eu des signes précurseurs à l'adolescence. Puis là, je croyais que, dans le fond, c'était juste les changements normaux d'un adolescent typique, mais je me suis rendu compte assez vite que j'avais un trouble qui n'était pas traité, mais tu peux pas avoir le diagnostic avant 18 ans. Donc, moi, je pensais que... Jusqu'à 18 ans, tu étais un peu dans le néant. C'est ça, exactement. Dans le fond, c'est à ma deuxième dépression que là, il fallait que je fasse de quoi. J'étais allé voir en médecine privée, rencontrer un médecin. C'est là, il passe un diagnostic, il te pose des questions, puis à la suite de la rencontre, il m'a envoyé en urgence en psychiatrie à Saint-Jérôme. Puis là, par la suite, le psychiatre a à peu près fait le même test, les mêmes questions, puis il m'a décelé le trouble bipolaire. Puis là, c'est là que j'ai commencé à prendre de la médicamentation, à tester des médicaments, savoir le bon dosage pour justement aller régulariser mes cycles. Parce que dans le fond, n'importe quelle personne a des sautes d'humeur. Des up and down, c'est normal. C'est juste parce que quelqu'un qui a un trouble bipolaire, c'est plus accentué. Ça peut être sur des plus longues périodes, des plus courtes périodes. Ça dépend. Tu as plusieurs types de bipolaire. Moi, je suis le type sujet à de grandes dépressions. Là. Donc toi, on pourrait dire que tu as plus des phases dépressives que des phases maniaques? Ça dépend des périodes. Là, je vous dirais, en ce moment, c'est plus des phases d'hypermanie que des phases dépressives. Puis, là, une couple d'années, c'était le contraire.
c'est pas quelque chose nécessairement qu'on contrôle, mais avec l'expérience de vie que j'ai maintenant, c'est plus facile déceler les signes précurseurs qui pourraient me faire rentrer dans des épisodes. Ouais. Parce que dans le fond, moi, c'est important des heures de sommeil régulières, faire attention à ce que je mange, pas consommer, parce que ça vient, dans le fond, annuler les effets de mes médicaments et tout, puis c'est dangereux pour ma condition. Fait que... Stéphane, comment tu décrirais les comportements d'une personne bipolaire? Bien, comme disait Étienne, il y a quand même 2 phases. Hein. Il y a la phase plutôt dépressive et c'est la phase vraiment rude parce que on parle pas de type déprime saisonnière, là, tu sais, de il fait pas beau, ainsi de suite. Non, t'as de la difficulté à sortir du lit, t'as de la difficulté à aller à l'école ou au travail, t'as toutes ces pensées très récurrentes quant à ta valeur et à ton importance. Puis, l'autre chose, c'est que c'est pas juste lié à des événements de vie, c'est qu'on a vraiment une dérégulation des humeurs. Puis comme j'aime bien comme Étienne dit, c'est normal d'avoir des changements d'humeur, mais ici, on n'est plus dans les mêmes amplitudes, là. On est dans autre chose, là. Et malheureusement, j'ai beaucoup d'adolescents, quand eux, c'est le début de la maladie, donc ils se connaissent pas, c'est vraiment bouleversant, là. Quelqu'un vient te dire... Pour ta vie, tu vas être avec une maladie, là, puis qu'une maladie que la plupart des gens voient comme étant un gros handicap sur le plan de se sentir normal, sentir être avec les autres, sentir qu'est-ce que je vais pouvoir réussir aussi dans ma vie. Et donc, à 18 ans, pour beaucoup, quand ils sont pas accompagnés, puis au début, ben les gens, même les professionnels, c'est le début de la maladie, mais c'est vraiment un choc, là. Puis s'il n'y a pas cet accompagnement, c'est comme si l'avenir est fermé. Et donc, j'entends un peu Étienne qui dit, mais à un moment donné, ça devient tellement noir que tu te dis, il y a juste une solution, là. Et c'est là que dans l'intensité des émotions chez les adolescents, puis l'incompréhension, puis de cet avenir qui bouge, que les idéations suicidaires ou les tentatives vont arriver. Donc, quand même, je trouve qu'Étienne a trouvé quand même réponse dans son environnement. Mais je vous dirais, je ne sais pas à quel âge Mme Trudeau a découvert son trouble. Ils en ont parlé au début, mais à l'époque, on ne savait même pas c'était quoi le trouble bipolaire. C'est clair. Donc, elle a vraiment plus un vrai diagnostic en fin de... En fin de vie, mais ça soulage parce que là, tu comprends ce qui t'est arrivé. Mais à 18 ans, ta vie, elle commence, là. Donc, c'est plus un choc, peut-être. Ah, c'est un choc, là, parce que tu vois difficilement comment tu vas pouvoir participer avec les autres. Puis tu as aussi tous ces changements au niveau de l'humeur puis au niveau de ton fonctionnement. Tu veux aller à l'école, mais ça veut pas dire que tu es capable. Quand tu es au fin fond, là, l'école, ça devient vraiment quelque chose d'extrêmement éloigné, secondaire. Et c'est là qu'est le bouleversement. Parce que à ce moment-là, tu es pris juste avec les effets négatifs, c'est-à-dire la dépression. Bon, Étienne disait tantôt... solution, quasiment. C'est ça. Mais Étienne disait tantôt, là, j'ai l'impression d'être un peu plus en hypomanie. En hypomanie, ça, c'est la belle partie de ce trouble-là. J'ai plein d'énergie, j'ai des bonnes idées, je suis capable d'entreprendre des projets, tant que ça va pas trop loin, tu sais, dans l'intensité. Puis il a raison, c'est-à-dire qu'il faut pas qu'il consomme parce que ça augmenterait des amplitudes au niveau des symptômes. Mais je veux dire, l'espace maniaque, vous et moi, on aimerait bien pouvoir bosser 12 heures par jour, être capable de dormir juste 3-4 heures. Puis il y a des gens dans notre société aussi qui ont développé des grands projets en phase maniaque. Pierre Pellado pour le Journal de Montréal. On pourrait en énumérer plusieurs, mais c'est ce sentiment d'énergie, d'idées qui sont rapides, de créativité. Donc, cette partie-là du trouble est la moins désagréable. Mais c'est la partie où tu dis, je me sens tellement bien que, ouf, la médication, j'en me tente peut-être moins, hein? Ou aller voir les psys, ou aller voir, c'est moins intéressant dans cette phase-là. Hein? Pourquoi, selon vous, les problèmes de santé mentale sont si tabous et font place à un lot de préjugés? Le manque d'informations, je dirais. Le monde a des idées préconçues face à la santé mentale. Tout le monde pense plus à l'hôpital psychiatrique que d'autres choses. Tout le monde te catégorise comme un fou, quelqu'un de pas normal. Puis ça fait en sorte que souvent, le monde a des jugements hâtifs sur la personne qui a un trouble de santé mentale. Mais à la minute que tu es moindrement informé sur le sujet, tu comprends mieux les comportements de la personne. Tu sais, souvent, moi, je rencontre quelqu'un dans la vie de tous les jours qui me connaît pas et qui sait pas que j'ai le trouble.
il va pas nécessairement comprendre mes comportements. C'est surtout, admettons, quand je vis une grosse émotion, ça m'arrive de perdre le contrôle, puis je peux faire des trucs que je pourrais regretter. Là. Ça m'est déjà arrivé, tu sais, de traumatiser du monde à cause de mes agissements. Puis, tu sais, quand tu reviens à toi, tu te rends compte de tout le mal que tu as pu faire. Ouais. Puis, tu sais, ça te reste dans l'esprit d'une certaine façon. Là. C'est pas évident nécessairement à tout gérer. Puis, justement, à cause de ça, au niveau des relations, c'est pas nécessairement facile. Puis, c'est ça d'une certaine façon. Là. Selon toi, si les gens étaient mieux informés, on pourrait mieux comprendre la réalité. Définitivement, ça c'est sûr et certain. Stéphane? Ah, c'est clair que les préjugés, même si on est en 2018, par rapport à la santé mentale, sont encore très, très présents. Dans préjugés, il y a jugé avant de savoir. Hein? Et donc, c'est des maladies que les gens ne connaissent pas, qui leur font peur également. Parce que tout le monde, on a peur un peu de nos fragilités, de qu'est-ce qui pourrait, je veux dire, glisser si on a une grosse peine amoureuse, si quelqu'un près de nous décède accidentellement. On a peur de ces fragilités-là. Et pourtant, elles font partie de l'expérience humaine. Mais je crois qu'il y a encore ces préjugés à cause de la peur, mais aussi pour tout l'entourage des gens qui vivent des problèmes de santé mentale. Il y a beaucoup de honte, il y a beaucoup de culpabilité, beaucoup d'inquiétude. De sorte que je pense que quand on doit intervenir, on intervient avec la personne qui a le problème, mais ça touche au moins 5, peut-être 10 personnes dans son entourage. Et ces gens-là vont bénéficier de bien comprendre. Tu sais, qu'on entend Étienne, qui déjà, c'est particulier d'avoir un jeune homme qui paraît bien, qui va parler ouvertement de son problème de santé mentale. C'est rare, les garçons. Là, ouais, non, parce que avoir une maladie, c'est être faible, c'est ne pas avoir de ténacité, c'est pas avoir de courage, c'est quelque chose de vraiment que tout le monde va essayer de mettre loin d'eux-mêmes. Hein. Puis pourtant, dans certains cas, c'est seulement des réactions aux événements de la vie, ou dans d'autres cas, c'est des réactions chimiques dans le cerveau. Oui. C'est... Voilà, parce qu'on a toujours eu cette idée que si les gens avaient des problèmes de santé mentale, ben, c'était un peu de leur faute. Hein? Je veux dire, c'est parce qu'ils ne faisaient pas attention, ils ne faisaient pas les bonnes choses. Et quand on parle d'un trouble bipolaire, Étienne, lui, n'aurait jamais rien voulu de ça, ni cherché pour que ça arrive. Ça, il n'a même pas rien fait pour que ça arrive. Ouais. Tu as bien dit quand c'est un dérèglement chimique, et ça fait partie d'une maladie que il va devoir stabiliser et comme garder toute sa vie. Hein? Et je veux dire, là, au niveau de la médication, quand on sait que c'est pas parfait, qu'il y a des phases parce qu'on vieillit, ça change un peu au niveau des dosages, mais il a mis aussi en avant-plan de dire, moi, il faut que je fasse attention, peut-être une meilleure hygiène de vie, c'est-à-dire l'exercice physique, avoir des relations, des bonnes relations avec certaines personnes qui me comprennent, qui savent ce que j'ai, donc ils vont pas me juger, mais ils vont me supporter, vont m'accompagner dans des moments où ça semble comme si je perdais le contrôle, et ainsi de suite. Quand les gens le savent, ils sont en mesure de nous supporter, de nous aider. Et ça fait qu'on est au moins porté à s'isoler. Hein? Mais est-ce qu'on reprocherait à quelqu'un d'avoir un diabète? C'est ça? Ah à la limite, oui, aujourd'hui, on nous le reproche un peu à cause de la nourriture, mais les diabètes de type 1, je veux dire, tu as une maladie, tu vas prendre une médication, tu n'as rien choisi. Je pense que c'est aussi ça pour la même chose. La bipolarité. Je veux dire, il n'a pas choisi, il doit apprendre à vivre avec, mais avec des niveaux de fonctionnement que lui, grâce à une hygiène de vie, à un travail sur lui, puis on voit bien que c'est un jeune homme qui est ouvert, puis qui est intéressé à voir comment il fonctionne, puis qui il est, ça va faire qu'il va être fonctionnel toute sa vie. Hein? Il y a peut-être des petites phases où ça va sembler comme s'il l'échappait, ou des phases qui pourraient peut-être le fragiliser, mais dans les faits, comme il le voit, là, il est déjà à 26-27 ans stabilisé, là, ça c'est une réussite. Il faut que Étienne soit fier de lui. Il a fait ce qu'il avait à faire, puis il continue. Puis je pense que facilement, il rencontrerait des nouveaux amis, une nouvelle jeune femme, puis elle dirait, voilà, c'est pas écrit dans son front, hein? Il paraît bien, il se présente bien, bonne attitude. Et tu vois le travail qui a été fait. On peut présumer qu'il vient d'un bon entourage, il y a eu du soutien. Puis pour avoir cette ouverture-là, c'est exceptionnel.
La santé mentale, c'est aussi important que notre santé physique, mais on dirait qu'on prend plus soin de notre fitness, de notre corps, que de notre santé mentale. Étienne, qu'est-ce que tu fais dans le quotidien pour prendre soin de ta santé mentale? Je fais beaucoup de sport parce que les endorphines, ça aide à ma condition. Oui. Fait que je joue au hockey COSOM 2 fois par semaine, au soccer 1 fois par semaine. Je m'entraîne en musculation 4 fois par semaine. Je mange bien, des horaires de sommeil réguliers. J'essaie d'entretenir des bonnes relations sociales pour me sentir valorisé ou tout ça, dans le fond. Le yoga, tu sais, c'est le yoga? Non, pas encore, mais ça pourrait être quelque chose d'intéressant. J'aime ça expérimenter plein de trucs dans la vie. C'est important, je trouve. Ouais. Tant qu'à vivre la vie, on va la vivre pleinement. Donc, effectivement. c'est important. Donc, le sport, l'alimentation, le sommeil. Exactement. Je pense que c'est les conditions gagnantes face à ma condition. Mais je pense que pour tout le monde, hein, même moi, le sport, ça me fait tellement du bien, comme tu dis, ça déclenche l'endorphine dans notre cerveau, puis on se sent bien. Fait que même pour tout le monde, c'est, je pense, 3 éléments importants. Oui, exact. Merci. Stéphane, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des préjugés sur l'anxiété et la dépression chez les jeunes. On dirait qu'on accepte plus l'anxiété chez l'adulte à cause des multiples responsabilités importantes qu'ils ont. Pourquoi un jeune fait de l'anxiété ou de la dépression? Bien, je le mettrais sous l'angle de la conquête de la valeur. Chaque adolescent doit apprendre avec ce corps qui est en changement, avec la sexualité qui émerge, apprendre à trouver sa place auprès des copains, voir qu'il peut être un intérêt sur le plan amoureux pour d'autres, pouvoir réussir sur le plan des performances scolaires, sportives. Hein? Donc, il s'agit de fortes adaptations qu'on demande chez les adolescents. Ceux qui réussissent, bien, ils vivent du stress normal, une image forte, de puissance, de gens bien qui dans se sa sentent, peau. oui, appréciés des autres. Ceux pour qui les mécanismes de comment trouver sa place, comment développer son talent, comment se sentir apprécié au nom des autres, bien, ceux dont ces mécanismes-là se font défaut, bien, ils vont vivre des anxiétés. Je veux dire, vous rentrez à l'école secondaire, vous avez plein de copains, ça va bien. Hein? Ouais. Vous rentrez à l'école par crainte d'être intimidé, des craintes qu'on rit de vous, que de perdre la face, bien, ça va créer des fortes anxiétés. Puis si on répète ces expériences douloureuses, bien, on en vient avec un sentiment de soi, d'avoir peu de valeur, peu d'importance. Et ça, bien, crée ces mécanismes vraiment autocorrecteurs que sont l'autodépréciation. Je suis pas assez beau, je suis pas assez bon, je suis pas une bonne personne, personne m'apprécie. Et ça, bien, amène vers des sentiments dépressifs à la longue. Merci beaucoup. Un plaisir. Plusieurs personnes critiquent la consommation de pilules, surtout dans des cas de dépression. Hein, on a l'impression qu'il y a d'autres moyens plus sains ou moins chimiques. Est-ce qu'il y a des maladies, Stéphane, des maladies mentales où la médication est la seule option? Bah, je dirais pas que c'est la seule option, mais c'est une option obligatoire. Obligatoire. Comme dans le trouble bipolaire, ben, on a une nécessité de maintenir un règlement sur le plan chimique. Ça va prendre une médication. Dans le cas de la schizophrénie, dans des cas de psychose également. Ça, je vous dirais, c'est les maladies où on doit vraiment être stabilisé sur le plan chimique avec des médications. C'est nécessaire, puis ça va être des prises probablement à vie. À voir dans les cas de psychose, mais au moins schizophrénie, bipolarité. Pour la dépression, il n'y a pas une pilule en soi qui guérit une dépression ou qui guérit une anxiété. Je veux dire, ce sont des outils qui permettent, par exemple, dans la dépression, de remonter l'humeur et donner la force à la personne de faire le travail sur elle-même. Okay. Parce que le travail de thérapie sur soi-même, mieux se comprendre, va être indispensable. Donc, un bon mélange d'une bonne médication appropriée, pas trop forte, puis une thérapie va permettre de sortir de la dépression et de peut-être ne jamais en refaire. Encore là, on a des différentes intensités au niveau de la dépression. Si on parle d'une dépression sévère, là, on peut pas penser que même un travail, juste un travail sur soi va être suffisant. Ça va prendre une médication pour sortir, puis le travail va pouvoir se faire. Mais quand on est dans des cas de déprime légère ou de dépression plus légère, bien, on peut penser qu'un travail sur soi pourrait faire le travail.
Toi, Étienne, tu l'as dit, tu prends de la médication. Est-ce que ça t'arrive des fois de ne pas en prendre ou il faut vraiment que tu gardes ça de manière quotidienne? Bien, c'est sûr que c'est préférable que je prenne la médicamentation à chaque jour. Je prends, ça s'appelle de l'acide valproïque. Je prends 2 comprimés le matin, 3 le soir, mais ça peut arriver des fois que j'oublie. Puis je vois les effets quand j'oublie la médicamentation. C'est quand même assez direct. Mais en même temps, conscient de mon problème, puis avec l'expérience que j'ai avec ce problème-là, je suis capable de me recentrer. J'ai juste à faire les ajustements nécessaires, mais c'est pas toujours évident, c'est pas une science exacte. Je suis pas médecin, tout ça. Des fois, on va dire, je gamble un peu avec ma santé. Je prends des risques, puis des fois, ça peut... Tu subis des fois les conséquences. Oui, exact. Selon l'Institut de recherche en santé du Canada, 70 des problèmes de santé mentale sont déclarés avant l'âge adulte. Et récemment, je lisais beaucoup d'articles qui parlaient de santé mentale chez les jeunes. Est-ce que les troubles mentaux sont en hausse chez nos jeunes? Je dirais que autant que chez la population adulte que la population adolescente. Dans les 2 groupes, c'est en hausse. Au niveau des symptômes dépressifs puis de l'anxiété, ça, il y a une surreprésentation. Je pense qu'on est dans une société qui demande beaucoup aux gens. Beaucoup de la performance. De la performance, de l'image, de s'adapter. On est une cohorte là, dans notre société qui n'aura jamais vu autant de changements. Je veux dire, les gens dans les années 40 ont vu l'apparition de l'électricité, la télévision, ces choses-là, mais nous, depuis 20 ans, on a une explosion des nouveautés, de la technologie sur laquelle on doit constamment s'adapter. Puis on ne connaît pas encore tout à fait les impacts de toutes ces nouvelles technologies, de cette nécessaire adaptation constante. Je ne suis pas sûr que l'être humain était si prêt à ça, donc ça le fragilise. Hein? Pour particulièrement les adolescents, il y a une fragilité quand même sur le plan de l'image, sur le plan de la valeur personnelle, qu'ils tentent de combler par les médias sociaux, mais d'une certaine façon... c'est vide un peu, les médias sociaux, tu sais. Il y a de ça, mais il y a aussi, c'est qu'on valorise tellement plus le talent, la performance, que les valeurs des adolescents, leur capacité, leur force. Puis, ben, les systèmes que sont les écoles, que sont les groupes sportifs, sont aussi très demandants pour nos adolescents. Mais c'est une période très, très, très forte en adaptation de tout ordre et on commence là vraiment à devoir s'intéresser à cette nouvelle clientèle-là. Mais il faut dire aussi que l'apparition précoce de la puberté, c'est-à-dire chez les jeunes filles déjà vers 10 ans, chez les garçons vers 12 ans, puis la fin de l'adolescence jusqu'à 25, 26 ans par la nécessité d'aller à l'école, fait qu'aujourd'hui, l'adolescence, c'est une question d'une quinzaine d'années. Elle est longue comme période. Oui, vraiment. Puis bon, on cherche pendant longtemps, je trouve. Vraiment. Puis ça, c'est vraiment plus la société occidentale. Mais je veux dire, ça, cet allongement amène nécessairement de nécessaires adaptations, de meilleure compréhension du développement. Puis là, je pense qu'il y a vraiment un désir sur le plan de la communauté scientifique de dire, mais l'adolescence, là, c'est pas juste la légende que l'on en a fait de jeunes qui consomment, qui prennent des risques. Il y a beaucoup plus que ça dans le développement et on est à découvrir ça. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on se dit, si l'adolescence est entre de 10 à 25 ans, il faut venir avec des politiques sociales sur le plan de quel est l'âge légal. Là, on voit apparaître le cannabis. Quels sont les âges, qu'est-ce qui va être accepté, qu'est-ce qui va être... Donc, on doit, en termes de politique sociale, mais également de système d'intervention, mieux comprendre cette phase-là pour mieux aider. Parce qu'ils correspondent maintenant à peut-être 16 à 25 % de la population mondiale. C'est important, là. Oui, vraiment. Je voulais vous remercier beaucoup à vous deux. C'était une discussion très, très importante. Vous nous avez bien informés et merci encore une fois. Merci. De rien. Si vous souffrez d'une maladie mentale, prenez le temps d'aller consulter. Personne ne mérite de souffrir en silence. Et collectivement, donnons-nous comme défi d'être plus ouverts et à l'écoute face aux autres et de s'aider sans juger.